Chapitre 2. Gros cailloux et petit monde. Le docteur Henry en laissa tomber son interface tactile qui s'éteignit en touchant le sol, mais il n'y prêta aucune attention. Quoi? Conway, les joues écarlates, qui contrastaient violemment avec la blancheur de ses cheveux. Si c'est une blague. Pas du tout, il est monté à bord 5 minutes avant la mise à feu. J'ai un peu occupé un certain Wilson, le garde. Pour l'empêcher d'intervenir, il a fallu que je le pousse à bout, et honnêtement, il aurait fini KO si j'avais vraiment voulu. La poisse ponctua ses mots d'un sourire provocateur et de quelques mouvements d'ombre chinoise avec ses poings. Et tu l'as laissé faire, tu ne nous as même pas prévenus. La poisse haussa un sourcil, exagérant sa surprise. Mais c'était un ordre. Lucky m'a dit de ne rien dire et de l'aider à monter à bord au dernier moment. Selon lui, si je vous en parlais, vous auriez essayé de l'arrêter. Conway serra les poings et rugit. Il a osé. Par l'espace, Gus, j'aurais dû me méfier de cette chipie. La poisse, tu es stupide ou quoi? Tu savais pourtant que ce vaisseau était piégé. Évidemment. Et au cas où vous sauriez pas, Lucky aussi le savait. Ah oui, il a précisé aussi de n'envoyer personne à sa poursuite sous peine de faire capoter toute la mission. Mais bien sûr, siffla Conway, on lui envoie des patrouilleurs immédiatement. Henry posa calmement une main sur l'épaule de son collègue. Attendez, Hector, on ne connaît pas son plan, mais on doit lui faire confiance, il a toujours su s'en sortir. Conway s'écroula sur son siège, secoué par la colère et l'inquiétude. Pendant ce temps, la poisse pivota avec désinvolture. Ah ouais, avant que j'oublie, il a demandé qu'on le retrouve sur Cérès. Oh, et il a dit aussi que le docteur Conway devait essayer de garder son calme. Ajouta-t-elle avec un clin d'œil. Space! Commença Conway, mais la poisse avait déjà quitté la pièce. Dans l'espace, à plusieurs millions de kilomètres, la classe progressait silencieusement, bien au-delà de l'orbite martienne. La lumière diffuse du Soleil dans cette région atteignait 15 000 lux, une luminosité équivalente à celle d'une journée nuageuse sur Terre. À l'intérieur du vaisseau, Lucky Star profitait du silence intersidéral. Depuis son admission au conseil scientifique, il avait passé plus de temps dans le vide cosmique que sur toute autre planète. L'Atlas était un vaisseau bien confortable. Il transportait de la nourriture enrichie, culture cellulaire, levure vénusienne, pâtisserie martienne, plats synthétiques reconstitués par imprimante alimentaire, en somme des rations spécialement calibrées pour optimiser les capacités nutritives en espace confiné. Les quantités correspondaient à celles prévues pour un équipage, comme si celui-ci avait atteint cette étape du voyage, pour donner aux pirates l'illusion que l'Atlas était habité et que tout le monde avait fui. Lucky, sa petite cuillère à la main, soupira le regard fixé sur le ciel infini. À ce rythme, je vais finir par perdre la forme. Surveillant l'écran, il approchait doucement de la ceinture d'astéroïdes, repérant les objets clés et les comètes passant à proximité. Les comètes, composées de glace et de gaz, se distinguaient des astéroïdes, ces blocs rocheux ou métalliques en orbite. Pourtant, la frontière entre eux restait floue. Les météorites, elles, sont des fragments d'astéroïdes ou de comètes qui atteignent la surface des planètes, tandis que les étoiles filantes sont des météoroïdes qui s'évaporent dans l'atmosphère. Dans cette vaste région de l'espace, des objets comme Vesta, Pallas, Igi et Cérès étaient les cibles essentielles, riches en métaux, eau glacée et composés organiques, offrant des ressources cruciales pour l'exploration spatiale. Vesta, par exemple, était un astéroïde majeur dont la composition métallique servait de base pour les industries spatiales, tandis que Cérès, avec son eau et ses composés organiques, était le centre vital de la ceinture. Pour avoir le statut de planète, il faut être en mouvement autour du Soleil, être rond et avoir nettoyé son orbite. Bien qu'à l'ère préatomique, les deux corps célestes aient été brièvement considérés comme des planètes, leur différence était désormais manifeste. La Terre est exceptionnelle, ainsi que les autres planètes, exoplanètes, chacun de ces petits mondes sur ces gros cailloux. Vesta, avec ses 500 km de diamètre, était une protoplanète à cœur métallique composée de fer-nickel sur 120 km. Elle était entourée d'un manteau rocheux et d'une croûte de 20 km d'épaisseur. Son cratère principal, Veneneia, mesurait 400 km de large, était responsable de la formation des vestoïdes dans la ceinture d'astéroïdes. Chaque jour, 100 tonnes de matière interstellaire tombent sur Terre, et 6% proviennent de la collision qui avait créé ce cratère monumental. Cérès, quant à elle, était une planète naine. Elle n'était pas seule sur son orbite, et elle avait atteint l'équilibre hydrostatique, c'est-à-dire qu'elle était ronde, bien loin de la silhouette irrégulière d'une patatoïde comme Vesta. Cérès, avec ses 1000 km de diamètre, était 4 fois plus petite que la Lune, mais elle représentait environ un tiers de la masse totale de la ceinture d'astéroïdes. Son cratère principal, Okator, abritait des points blancs de sel, vestiges d'un océan ancien. Ces anciens geysers d'eau saumâtre et ces traces de cryovolcanisme des volcans de glace témoignaient d'une activité géologique complexe.
Ce monde riche en ammoniac, en chaînes carbonées et en chimie prébiotique laissait échapper une vapeur d'eau sous la forme d'une fine atmosphère et dégazait encore à la manière de la chevelure d'une comète. Avec son petit 1000 km de diamètre, elle avait quand même un manteau de glace d'une épaisseur de 100 km qui représentait tout de même 10% de la masse en eau de la Terre et était recouverte d'une croûte dont la température atteignait les moins 40 degrés. Ces caractéristiques uniques indiquaient qu'elle avait été un monde-océan, doté d'un noyau radioactif dont l'origine devait se situer au-delà de Jupiter avant de migrer vers sa position actuelle dans la ceinture d'astéroïdes. Ce déplacement, qui remonte à environ 4 milliards d'années, faisait partie d'une dynamique cosmique complexe. Si Saturne avait été moins massive, Jupiter aurait continué de se rapprocher du Soleil et les planètes internes ne seraient pas. En réalité, cela reflète la configuration de la plupart des systèmes planétaires. Et seulement un système sur 1000 dans les exoplanètes présente une configuration similaire à la nôtre avec une Jupiter éloignée. Contrairement à l'image de champs d'astéroïdes denses popularisés par la science-fiction, la ceinture d'astéroïdes était en réalité très clairsemée. Le gros caillou le plus proche du vaisseau se trouvait à peu près à 2 millions de kilomètres. Et c'était Bennu, un géocroiseur dangereux de 500 mètres de diamètre. C'est-à-dire, géocroiseur veut dire qu'il est sur la trajectoire de la Terre. Bennu tourne sur lui-même en 4 heures. Il fait partie des premiers à être exploités et la technologie des débuts ne permettait pas encore d'être très efficace. On y trouve encore des composés prébiotiques, des protoprotéines et un proto-ADN extraterrestre qui se distinguent par un équilibre entre les acides aminés droitiers et gauchers, contrairement à ceux de la Terre qui sont exclusivement gauchers. Il contient tout de même 14 des 20 acides aminés essentiels à la vie terrestre. Et c'est ce type d'astéroïde tombé sur la Terre à ses débuts qui a contribué à l'émergence de la vie. Il possède des poches d'eau souterraines qui l'ont rendu riche en ammoniac, en sulfate, en carbonate de sodium, en phosphate et en sels minéraux similaires à ceux de Cérès, de la ceinture d'astéroïdes, ou encore d'Europe, une lune de Jupiter, ou encore d'Encelade, une lune de Saturne. Il reste un point stratégique d'échange entre la ceinture d'astéroïdes et la Terre, même si sa surface est un agglomérat lâche, c'est-à-dire qu'on s'y enfonce comme dans un fluide, et qu'il est actif, donc qu'il a tendance à dégazer des particules comme une comète. Sous la juridiction de Cérès, les agents du DART étaient responsables de la défense planétaire, tandis que les ouvriers des exploitations minières dépendaient surtout de la gouvernance de Vesta. Ces blocs errants formaient un véritable écosystème spatial, un carrefour stratégique où s'entremêlaient l'exploitation minière, l'observation astronomique et production énergétique. Dans l'obscurité profonde qui s'étalait devant lui, Lucky essayait de superposer les positions des objets les plus gros, ainsi que celles des stations d'exploitation minière déclarées. Ces dernières, souvent de la taille d'un petit village, ressemblaient à des grappes d'équipements industriels se déplaçant de roc en roc. Des miroirs géants concentraient l'énergie solaire pour chauffer et sublimer les gaz, des broyeurs et des centrifugeuses réduisaient la roche en fines particules, des centrifugeuses séparaient les différents métaux, tous agglutinés autour des stations-service de ravitaillement, regroupant des matériaux bruts en produits finis avant leur envoi sur les marchés interplanétaires. L'apesanteur offrait des avantages uniques pour l'industrie spatiale. L'ensemble des structures massives y était facilité par l'absence de contraintes gravitationnelles. Les soudures, débarrassées des impuretés terrestres, atteignaient une pureté inégalée. La microgravité permettait une manipulation des matériaux liquides ou semi-liquides impossible sur une planète. Ces avancées rendaient l'exploitation des ressources spatiales toujours plus rentable, alimentant un commerce florissant avec Mars, principale plaque tournante des échanges. Sur son affichage, Lucky pouvait aussi faire apparaître la myriade des vaisseaux circulant entre ces mondes miniatures, navettes excavatrices, acheminant eau et métaux, cargos marchands, mais aussi les unités du DART. Ces agents surveillaient les trajectoires des corps célestes et veillaient à la déviation des astéroïdes menaçant les planètes ou les infrastructures vitales. Chaque roche, aussi insignifiante soit-elle, abritait une population variée de ceinturiens. Les mineurs extirpant le fer, le nickel, pour la construction spatiale, les raffineurs distillant le platine indispensable à l'industrie informatique, les ingénieurs transformant l'eau gelée en oxygène pour les ravitailleurs, ou encore les transformant en ergols pour les propulseurs, ainsi que l'extraction d'hélium-3, accumulé sur les corps sans atmosphère, indispensable pour les moteurs à fusion. Ce vide effrayant était en réalité plein, rempli de petits mondes qui servaient de refuge pour les hors-la-loi. Pirates et criminels en fuite trouvaient ici des caches parfaites, loin du regard de l'Empire terrestre. De plus, un vaisseau en mode furtif pouvait limiter son émission infrarouge et radio. Lucky balaya du regard le néant devant lui, un vide en apparence, mais grouillant de vie et de secrets. Il plissa les yeux, songeur. Chaque fragment de roche ici peut en cacher une flotte entière, murmura-t-il. Lucky fut brutalement arraché à ses pensées.
Un nouveau point venait d'apparaître sur l'affichage, émergeant des ténèbres environnantes. En un bond, il se précipita aux commandes. Les réseaux Lucky et LISA, pour Laser Interferometer Space Antenna, détectaient les émissions électromagnétiques, c'est-à-dire lumineuses pour Lucie, et gravitationnelles pour LISA, dans tout le système solaire. La spectroscopie et l'analyse des données informaient sur chaque masse évoluant dans les environs. Cette masse-là trahissait la présence d'un moteur hyperatomique en activité. Lucky activa l'algorithme d'analyse spectrale et des courbes s'affichèrent en temps réel sur l'écran. Une tension imperceptible raidit sa mâchoire tandis qu'il observait les données se dérouler sous ses yeux. Il avait déjà envisagé la possibilité qu'un simple vaisseau de commerce ou de transport civil croise sa route, mais les relevés ne laissaient place à aucun doute. Ce qu'il voyait était bien différent des navires de la flotte terrestre. Les minutes s'écoulèrent, assez de données pour établir une estimation précise de la distance et de la trajectoire. Il bascula l'affichage en mode vision panoramique. Les parois du vaisseau semblèrent disparaître, élargissant instantanément son champ de vision sur l'immensité noire et immobile. Un infime mouvement attira son attention. Son cœur se serra en voyant les capteurs superposer leurs données à l'objet non identifié en approche. Il savait exactement ce que cela signifiait. Un vaisseau pirate. Lucky n'hésita pas une seconde. Il activa le scan détaillé, traçant rapidement la silhouette de l'intrus. La moitié éclairée par le soleil et les balises de position révélant un fuselage effilé, conçu pour la vitesse et la manœuvrabilité. Toutes les données trahissaient une technologie étrangère, confirmant ce qu'il redoutait. Un vaisseau d'origine syralienne. Il observa l'appareil grandir sur l'écran. Un vaisseau comme celui-là, était-ce le même genre d'engin que celui qui avait condamné ses parents? David avait eu peu de souvenirs de ses parents. Des images floues de son enfance s'étaient effacées avec le temps, ne laissant derrière elles que des impressions diffuses. Pourtant, il avait vu leur visage des centaines de fois en photo. Lawrence et Barbara Starr souriant. Henry et Conway, eux, avaient comblé le vide en lui racontant inlassablement les anecdotes sur son père. Lawrence Starr, Gus Henry et Hector Conway formaient un trio inséparable. Le sérieux et réfléchi Gus, l'impulsif et têtu Hector, et Larry, toujours optimiste, toujours prêt à rire. Ensemble, ils avaient suivi les mêmes études, décroché leur diplôme, intégré le conseil, une équipe de choc. Puis Lawrence avait été promu et envoyé en mission sur Vénus. Il s'était envolé avec sa femme et son fils de 4 ans, mais il n'était jamais arrivé. Leur vaisseau avait croisé la route des pirates. Pendant des années, Lucky avait imaginé ses dernières heures à bord. L'attaque avait été méthodique. D'abord, les moteurs paralysés à distance, puis l'explosion du sas, enfin l'abordage. L'équipage armé avait résisté. Les passagers paniqués s'étaient réfugiés à l'arrière du vaisseau avec les enfants en pleurs. Son père, lui, ne s'était pas caché. Il était membre du conseil. Il avait pris une arme et s'était battu. Lucky en était convaincu. Il voyait encore ces images fragmentées dans son esprit. Son père imposant, le désintégrateur au poing, avait perdu le masque de sérénité qu'il portait toujours, brisé par une rage implacable. Puis l'explosion. La porte de la salle de contrôle pulvérisée, projetant un nuage de fumée noire. Sa mère, une larme s'échappant sur la joue, mais le sourire aux lèvres, se voulant rassurant, derrière le masque à oxygène alors qu'elle le poussait dans une navette de sauvetage. Ne pleure pas, David, tout ira bien. Sa voix résonnait encore dans sa mémoire. Puis un fracas assourdissant, une poussée phénoménale, et le vide. On l'avait retrouvé 2 jours plus tard, dérivant dans l'espace. Le signal de détresse de la navette avait guidé les secours jusqu'à lui. La riposte avait été immédiate. Le gouvernement et le conseil avaient lancé une traque sans pitié contre les pirates des astéroïdes. Ces pirates avaient su ce qu'il en coûtait de s'en prendre aux membres du conseil scientifique. Leur base avait été débusquée et détruite. Leurs survivants, traqués jusqu'au dernier, pendant 20 ans, ils avaient disparu. Mais Lucky n'avait jamais su si ceux qui avaient tué ses parents avaient payé. Et maintenant, ils étaient de retour, plus discrets, mais infiniment plus dangereux. Les pirates ne se contentaient plus d'attaques isolées. Ils frappaient là où ça faisait le plus mal, sur les routes commerciales, les échanges vitaux pour l'économie terrienne. Chaque assaut semblait calculé, méthodique. Ce n'était pas chaotique, c'était stratégique. Et Lucky en était certain, derrière ses actions, il y avait quelqu'un de brillant, quelqu'un qui voyait plus loin que de simples pillages. Et Lucky allait le trouver. Il se concentra de nouveau sur les informations de l'objet qui approchait. À cette distance, n'importe quel vaisseau aurait envoyé un signal d'identification. Un vaisseau pirate, lui, aurait déjà ouvert le feu. Une vibration parcourut le sol sous ses pieds. Pas d'impact, pas d'explosion. Et l'Atlas réagissait à cette approche non conventionnelle. Le système de bord venait de déclencher le largage automatique des navettes de sauvetage. Une deuxième secousse. Une troisième.
Il en compta 5. Lucky garda les yeux fixés sur l'écran. Si les pirates suivaient leur méthode habituelle, ils allaient abattre les navettes une à une. D'abord pour le plaisir, ensuite pour limiter les risques de transmission de la description et des détails de leur vaisseau par réseau subéthérique. Et cette fois-ci, rien. Le vaisseau ennemi continuait d'approcher jusqu'à être à distance d'abordage. Les harpons métalliques jaillirent, se plantant dans la structure de l'Atlas. La traction s'amorça, rapprochant les deux engins jusqu'à ce qu'ils ne forment plus qu'une masse métallique suspendue dans le vide. Lucky attendit. Il entendit le sas s'ouvrir, puis des pas, l'écho métallique des bottes résonnant sur le plancher, le cliquetis familier des attaches des masques à oxygène qu'on détache, des voix. Il ne bougea pas. Un homme apparut dans l'encadrement de la porte. Il avait retiré son casque et ses gants, et avait fait quelques pas dans le poste de pilotage avant de se rendre compte de la présence de Lucky. S'arrêta net, ses traits figés dans une expression de surprise presque grotesque. Lucky en profita pour le détailler. Cheveux noirs plaqués en arrière, laissant deviner une calvitie naissante, un long nez busqué, une mauvaise cicatrice fendant sa lèvre inférieure, découvrant des canines jaunies. Leurs regards se croisèrent. Lucky soutint calmement celui du pirate. Il ne risquait pas d'être reconnu. Les membres du conseil travaillaient toujours dans l'ombre, l'anonymat étant leur meilleure arme. Même la photo de son père n'avait filtré sur les réseaux qu'après sa mort. Une ironie amère. Peut-être qu'un peu plus de notoriété aurait dissuadé les assassins ce jour-là. Non, impossible. Une fois face à Lawrence Starr, les pirates n'auraient pas pu se permettre de reculer. Sans ciller, Lucky brisa le silence. J'ai un désintégrateur. Un seul geste vers le vôtre, et vous êtes mort. Compris? Le pirate entr'ouvrit la bouche, mais la referma sans un mot. Si vous voulez prévenir vos copains, surtout vous gênez pas, ajouta Lucky. Le pirate le scruta avec méfiance. Ses yeux allèrent du visage impassible de Lucky à l'arme braquée sur lui. Finalement, sans détourner le regard, il lança. Par tous les démons de l'espace, on n'est pas seuls, les gars. Et le type est armé. Un éclat de rire lui répondit, suivi d'une voix moqueuse. Sans blague! Une femme entra dans le poste de pilotage d'un pas tranquille. Allez, dégage, Dingo. La nouvelle venue n'avait rien d'un pirate classique. Elle abordait une tenue qui aurait eu toute sa place dans un cocktail mondain sur Terre. Son tailleur, coupé sur mesure et digne du meilleur tailleur d'International City, épousait parfaitement sa silhouette. Sa chemise en plastique soyeux irradiait d'une lumière subtile. Son pantalon ajusté était rehaussé d'une ceinture finement ouvragée, assortie à une montre de luxe. Son cou, orné d'un collier provenant clairement du plus talentueux orfèvre du système solaire, ajoutait une touche d'élégance inégalable. Ses cheveux bruns, retenus par une fine structure d'or, témoignaient d'un soin méticuleux. Elle était plus petite que Lucky d'une bonne demi-tête, mais son assurance trahissait un dirigeant habitué à dominer, et il valait mieux ne pas se fier aux apparences. Derrière l'élégance et la délicatesse ostentatoire, on ne pouvait qu'apercevoir un prédateur. Elle sourit et dit sur le ton de la conversation. Je m'appelle Anton. Seriez-vous assez aimable pour poser votre arme? Pour que vous m'abattiez dans la seconde, ironisa Lucky. Anton haussa légèrement les épaules. Peut-être, mais pas tout de suite. Je désire d'abord vous poser quelques questions. Lucky ne bougea pas. Anton poursuivit. Je tiens parole. Elle rougit légèrement. C'est, disons, la seule vertu que je possède. Il est essentiel de respecter les termes d'un contrat, n'est-ce pas? Lucky abaissa son désintégrateur et le posa sur la console. Anton s'en saisit et le tendit à Dingo. Range ça, affiche le camp. Anton se tourna à nouveau vers Lucky, son sourire toujours accroché aux lèvres. Les autres passagers se sont enfuis dans les navettes, n'est-ce pas? Allons, Anton, vous avez bien senti le coup fourré. Capitaine, Anton, je vous prie. Elle souriait, mais au tressaillement de sa lèvre supérieure, David comprit qu'elle ne plaisanterait pas avec ça. C'était une mise en scène, capitaine Anton. Vous saviez parfaitement que l'Atlas ne transportait ni passagers ni équipage. Vous le saviez même avant de l'aborder. Vraiment? Et qu'est-ce qui vous amène à penser ainsi? Lucky pencha la tête, feignant la réflexion. Vous vous êtes approché sans émettre le signal d'identification et sans tirer un seul coup de semonce. Et vous n'avez pas eu l'air très pressé. Vous n'avez pas cherché à intercepter les navettes de sauvetage, votre équipage est entré sans précaution, comme s'il savait qu'il n'y aurait aucune résistance. Et même votre gars, là, est rentré dans le poste de pilotage sans avoir dégainé son arme. N'est-ce pas suffisant? Anton l'observa amusé. Plus que suffisant. Mais vous, que faites-vous seul dans un vaisseau fantôme? Lucky lui adressa un sourire narquois. Je suis venu pour vous rencontrer, capitaine Anton.